On continue ce FPU Live. J'ai le plaisir de recevoir Hélène Peskin en duplex. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes architecte urbaniste en chef de l'État et vous êtes aussi secrétaire permanente du plan urbanisme construction architecture, plus connu sous le nom de PUCA, avec lequel vous avez organisé en janvier le colloque pour des métropoles résilientes. Pourquoi avoir organisé ce colloque? Alors, c'est le fruit de plusieurs années de travaux conjugués avec les métropoles françaises, en particulier 15 métropoles, c'est-à-dire presque toutes les métropoles régionales, puisque Paris ne faisait pas partie de ce programme. Un travail de ce qu'on appelle de recherche embarquée, c'est-à-dire de dialogue entre le monde de la recherche en sciences humaines et des élus et des techniciens des territoires. Et en l'occurrence, ce travail entamé dans les années 2017-2018 était parti de l'idée de comprendre ce qui se passait derrière le principe de l'affirmation des métropoles. Les métropoles, par la loi, ont été reconnues avec un statut dans les lois de décentralisation de 2015. La question se posait de savoir ce que voulait dire finalement, ce que recouvrait cette idée d'affirmation des métropoles dans leur territoire. Il se trouve que depuis cette date et cette décentralisation, les métropoles et les territoires en particulier urbains ont subi de nombreuses crises et finalement, il s'est trouvé que dans les 3 ans qui ont suivi le démarrage de ce travail de recherche, elles ont été confrontées à des crises assez fortes, des crises majeures, à la fois la crise sanitaire que nous vivons, mais aussi les crises sociales, notamment celle des Gilets jaunes, voire la crise du terrorisme international qui s'est déroulée aussi dans les métropoles. Et donc, elles se sont révélées finalement relativement fragiles face à ces crises. Et donc, en janvier 2021, la question s'est largement posée de comprendre et de reconnaître les conditions de la résilience de ces territoires urbains qui ne sont plus uniquement des métropoles locomotives économiques, mais aussi des lieux de convergence et de coopération et de solidarité et qu'il faut nettement affirmer. Vous avez dit que le statut des métropoles est fragilisé, en tout cas les métropoles ont été fragilisées par les crises. Est-ce que justement leur statut est remis en cause par ces différentes crises, pas nécessairement la crise sanitaire, même si c'est peut-être un exemple avec, on voit un essor des villes moyennes. Est-ce que le statut des métropoles est remis en cause? Alors, le statut tel qu'il avait été décrit dans la loi était un statut d'affirmation, d'entrée dans une compétition internationale, un statut finalement très lié à la mondialisation, à une image de ville dans la carte mondiale. Or, ce qui a été reproché au statut des métropoles et aux élus des métropoles rapidement, y compris par les habitants et les citoyens, c'est ce désancrage, cette idée de finalement s'adresser à une planète monde et pas vraiment à leur territoire. Et donc, ça a créé effectivement des tensions, notamment entre les populations les plus aisées et les moins aisées, mais aussi entre les classes créatives et les classes plus ouvrières et laborieuses, entre les habitants des centres-villes et les habitants du périurbain, entre les générations. Et finalement, compte tenu de leur caractère justement cosmopolite, très foisonnant, qui font se développer ce qu'on appelle ces fonctions métropolitaines supérieures, ça a créé un certain nombre de fossés, de difficultés d'ordre social et économique. Et les prix de l'immobilier en particulier ont beaucoup joué puisqu'ils ont énormément augmenté sur ces 10 dernières années dans les grandes villes françaises, renforçant un peu ce sentiment pour certains d'être exclus de ce fait métropolitain. Donc oui, on peut considérer que sur les 5 dernières années, alors même qu'elles venaient d'acquérir ce statut de métropole régionale, les grandes villes françaises ont connu un certain nombre de crises et les élus ont souhaité, depuis 4-5 ans, s'affirmer comme aussi des élus locaux réellement, c'est-à-dire avec un rôle de coopération au sein du territoire, un ancrage, retrouver leur géographie, leur histoire, leur patrimoine, le lien entre la ruralité et les centres urbains, les territoires de banlieue. Voilà, il y a eu toute une réflexion autour de finalement où j'habite et comment en tant que métropole je retrouve mon territoire. Cette nouvelle place des élus, c'est ça aussi qui vous a conduit à les convier au colloque? Tout à fait. Alors, il se trouve que ces plateformes de recherche embarquées, ces 15 plateformes ont très bien fonctionné entre 2018 et 2020, notamment parce qu'il y avait tous ces questionnements inhérents à la prise de position un peu de la place prise par les métropoles en France. Je rappelle aussi que ces dernières lois de décentralisation, d'une certaine manière, ont affirmé le rôle des grandes villes comme un peu commandeur d'un grand territoire, en tout cas avec une responsabilité dans la coopération et la solidarité. D'une certaine manière, en creux, ça désengageait l'État, qui historiquement était responsable de l'aménagement du territoire, par rapport à ce rôle de solidarité locale.
Et donc, elles ont traversé ces métropoles 3 ans, jusqu'aux élections municipales de 2020, à se poser des questions sur la manière dont elles devaient jouer ce rôle. Et les élus ont beaucoup travaillé, notamment sur ces questions de coopération, pour essayer de sortir un peu d'un rôle un peu arrogant ou surplombant des métropoles, et notamment des centres métropolitains par rapport à leur territoire, pour aller vers des dispositifs plutôt de coopération, de complémentarité, et reconnaître finalement rapidement leur réelle interdépendance entre territoires ruraux et territoires urbains, en termes de ressources, en termes de fonctionnement du territoire, pour limiter les pollutions, pour limiter aussi les effets de congestion et tous les effets finalement néfastes de la concentration métropolitaine. Et il se trouve que dans cette dernière période de crise sanitaire, tout ce qui faisait l'attraction des métropoles et des grandes villes, notamment évidemment le foisonnement culturel, l'université, la dynamique économique, tout ça a été freiné, voire annulé, presque effacé par la crise sanitaire, et se sont révélés très fortement tout ce qui était ces aspects négatifs, qui étaient d'une certaine manière équilibrés par les aspects positifs jusqu'à maintenant, et qui là ont été réellement mis au jour. Et c'est une des raisons un peu de l'inquiétude, ou je dirais pas de l'exode urbain, on n'en est pas encore là, mais en tout cas de l'inquiétude d'un certain nombre d'habitants des villes face à ce que se révèle être la grande ville. Alors face à ça, est-ce que on est à un tournant dans les stratégies métropolitaines où on passerait d'une volonté d'excellence à plus des ambitions d'inclusivité, de métropole apaisée? Alors, c'est ce que nous avions appelé dans les débats du colloque la métropole hospitalière. Et effectivement, au-delà de l'ancrage territorial, géographique, retrouver ses ressources agricoles, ses ressources en eau, qui est un sujet quand même important de besoin des métropoles face au changement climatique, de retrouver la fraîcheur et la nature, il y a cette idée de l'hospitalité, c'est-à-dire que les métropoles jouent effectivement ce rôle d'accueil. De fait, elles jouent le rôle d'accueil des populations les plus fragiles, notamment des migrants, mais pas seulement, de tous les emplois les plus précaires. Et donc, elles ont un vrai rôle de solidarité de ce point de vue-là. Mais elles doivent aussi jouer ce rôle d'accueil à une échelle plus territoriale et se trouver, enfin, leur fonction, en tout cas de centralité, doivent se trouver au service de l'ensemble du territoire. On a étudié, par exemple, ces questions sur la mobilité. Je pense à Rouen notamment ou à Toulouse. On ne peut pas offrir le même service de mobilité métropolitain, le tramway ou le métro, à des habitants de la grande périphérie urbaine, mais il faut trouver d'autres services de mobilité qui peuvent répondre aussi bien finalement aux besoins des habitants. Il faut considérer tous les habitants du territoire des métropoles, qui sont en fait pas uniquement les villes-centres, hein, je le précise parce qu'on voit toujours un peu la ville-centre, mais c'est bien les intercommunalités avec parfois 20, parfois jusqu'à 90 communes, hein, c'est le cas pour Lille. Eh bien, il faut reconnaître tous les habitants de ces territoires comme des habitants de la métropole et leur offrir un service qui les considèrent d'une certaine manière autant les uns que les autres. C'est-à-dire que ça re-questionne un peu les relations entre la ville-centre et le territoire métropolitain, la périphérie de cette ville-centre? Tout à fait. Et si on reprend l'exemple de Lille, qui a donc une très grande métropole, hein, puisque le territoire de la métropole s'étend sur plus de 90 communes, en fait, une grande partie de ce territoire est un territoire rural. Se pose à Lille, et c'est le sujet sur lequel on a fait travailler la plateforme, des questions d'alimentation en eau. Il se trouve que l'eau vient de la Belgique, donc il y a à la fois des questions territoriales françaises et des questions transfrontalières, en fait, liées à cette ressource en eau. Et dans la mesure où on se pose cette question de l'origine de nos ressources, de ce qui nous fait fonctionner en tant que densité urbaine, que densité de population, et de ce que nous rejetons en tant qu'urbains, tout d'un coup, on se réancre dans un territoire avec des systèmes d'entrée-sortie, ce qu'on appelle le métabolisme territorial, qui sont beaucoup plus ancrés, finalement, beaucoup plus matériels, je dirais, que ce qu'on imagine être la métropole dynamique, qui, évidemment, tourne toujours plutôt autour des fonctions créatives, intellectuelles, culturelles. Eh bien, Hélène Puiskin, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces sujets.